On va poursuivre par le regard des élus là-dessus, sur ces besoins d'information, de données, de financement. Alors, c'est pas Bercy, mais c'est qui, etc. Quel est votre point de vue? Bien, on va déjà commencer par une petite plaisanterie. La culture est financée, dit-on, à plus de 60% par les collectivités territoriales. Donc là, vous allez me supporter pendant 3 heures. Bien. Oui, non, mais voilà. Non, on va essayer d'être constructif, enthousiasme. J'admire l'enthousiasme devant la méthodologie. C'est toujours quelque chose qui m'a laissé un peu dubitatif. Alors j'emploierai le terme je suis censé représenter la FNCC, qui est une fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture, pluripolitique. C'est-à-dire qu'il y a des élus de droite et des élus de gauche qui depuis 50 ans, sont autour d'une table pour discuter des sujets culturels sur les territoires. Donc ça, il faut savoir que ça existe, que ce dialogue existe, et c'est important. Hein. Donc de temps en temps, je passerai à l'échelle, j'espère que vous me pardonnerez ces différentes casquettes, parce que par ailleurs, en tant qu'informaticien, vous comprendrez que la méthodologie, c'est quelque chose qui est incontournable pour des gens comme nous. Et donc, je vais essayer de vous faire une petite balade comme ça dans mon intervention, en fonction de ce que j'ai entendu, et puis de ce qui me paraît important, c'est-à-dire aujourd'hui, ce qui me paraît important, c'est le contexte. Donc on va commencer par les mots, hein. Moyens, usagers, objectifs, axes, indicateurs, mission, action. J'aime bien passer par là parce que usager, ça veut plutôt dire fatigué. Hein. Moyen, ça veut dire un peu médiocre. Hein. Indicateur, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va. Hein. Voilà. Donc je le fais avec humour, mais ce que je voulais souligner, c'est revenir à un vieux bonhomme qui a écrit un traité de sémantique générale en 1926 qui s'appelle Korzybski et qui pensait qu'on allait soigner les maladies mentales en soulignant la multi-ordinalité des termes. Et en fait, on s'aperçoit, et on a un bon exemple, je vous tire au chapeau, parce que on s'aperçoit que le niveau de langage sur la méthodologie issue de la LOLF est absolument extraordinaire. Hein, extraordinaire, parce que chaque mot ne veut absolument rien dire. Donc, c'est ce que je veux souligner. Donc, je le fais avec humour, mais grosso modo, le fond de la question, c'est le pourquoi, le comment, et le quoi, qui, quand, où. Hein, c'est les questions clés d'une méthodologie. Hein. Donc on aurait pu déjà se poser la question comme ça, et l'exposer comme ça, et déjà ça aurait avancé. Et puis après, il y a le rapport entre les hommes. Hein, le je tue, ça, il. Hein. Alors le ça, c'est ce qu'on veut faire, je tue, hein, voilà. Et il, c'est pour qui. Hein, voilà. Donc c'est en quelques mots, comme ça, on peut aussi résumer les méthodologies. Et à ce moment-là, la méthodologie prend un autre aspect, qui est celui de l'organisation humaine, qu'on essaye péniblement de construire les uns avec les autres. Et on est dans une nouvelle forme d'outil qui, d'après ce que j'avais compris, la LOLF au départ, mais ça sous couvert du ministère, était initialement prévu pour les collectivités territoriales. J'avais compris ça, c'est que ça avait une naissance du côté du bassin rhodanien, dans ce coin-là. Et en fait, au départ, il y avait une démarche qui était plutôt qui devait concerner les collectivités territoriales. Donc voilà, je voulais faire ce petit paysage-là parce qu'il me semble important, parce que j'ai entendu aussi le mot juger, et que dans un contexte, si on essaie de se placer dans le contexte économique, non pas du point de vue de la crise, parce que la crise, c'est un phénomène naturel, je dirais, des marchés, comme la récession, comme la croissance, comme tous ces éléments-là, ça fait partie du cycle de vie des marchés. Et donc on est dans quelque chose qui est tout à fait normé depuis 1936. Je regarde, parce qu'on a une petite conversation tout à l'heure, d'un dénommé Kondratiev. Voilà. J'aime bien appuyer sur des noms, non pas parce que, mais parce que ça fait partie d'une culture qu'on devrait tous avoir. Parce qu'en fait, il y a des tas de gens qui pensent les systèmes économiques et on a une sorte de déconnexion par rapport à ces gens-là. Et en particulier quand on est sur le champ scientifique ou culturel, on a une espèce d'a priori de pensée sur les modèles économiques, alors qu'à mon avis, on aurait cette lecture-là, on entendrait les choses que l'on entend aujourd'hui de manière un petit peu différente. Alors, je pense en particulier aux théories d'équilibre général, hein, je crois que c'est Walras et Arrose, hein, si vous êtes d'accord. Mais enfin bon, et donc ça veut dire que quelque part, on est dans une ère, dans une époque de l'économie où tout est mesurable, où tout, quelque part, peut faire l'objet
finalement d'une sorte de rouage économique préétabli. Hein. Il y a une petite idée comme ça chez les économistes qui est quand même un petit peu inquiétante, moi en tout cas qui m'inquiète, sur les aspects liés tout simplement à la vie, aux aléas de la vie, et qui me semble-t-il devrait venir pondérer notre approche. C'est pour ça que je suis très admiratif de cet enthousiasme, parce qu'en fait, c'est pas évident du tout d'être enthousiaste. J'aime aussi, c'est pour ça que je vous fais une petite balade, parce que c'est assez compliqué d'aborder cette question si on n'essaye pas de dresser ce paysage. Il y a aussi une autre inquiétude qu'on devrait avoir, c'est que c'est la propagation des outils méthodologiques et finalement leur capacité à pouvoir se réfugier dedans. Hein, c'est vrai, quand on a un cheminement qui est désigné par une méthodologie, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir suivre un cheminement. Et de pouvoir se dire, en suivant ce cheminement, finalement, je vais être comme tout le monde. Hein. Et donc, la question que pose la méthodologie, comme toutes les méthodologies, hein, je ne désigne pas celle-ci particulièrement, c'est notre capacité d'investissement par rapport au fait d'épouser une méthodologie. Et donc d'abonder dans son sens, et la distance critique que l'on doit en avoir par rapport à l'action qu'on veut produire. Je crois que là-dessus, il y a une vraie question, et qui pourtant a une contrepartie, c'est-à-dire celle d'aller vers l'autre. Et je trouve que la méthodologie de l'évaluation devrait être d'abord perçue par l'acte, le geste d'aller vers l'autre. C'est-à-dire, en fait, on est une institution. Dans une institution, il y a plusieurs métiers, donc il y a plusieurs langages, et donc on se met autour d'une table pour parler ensemble d'un projet que l'on veut faire. Et je crois que moi j'ai envie d'épouser la méthodologie de l'évaluation par ce biais-là d'abord. Hein, par ce biais-là d'abord. C'est qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Et parce qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on veut faire ensemble et où cela doit-il nous conduire, c'est-à-dire se donner la capacité d'assumer l'intention que l'on a sur le projet et de confronter les intentions sur le projet. Hein, je crois que c'est ça qui est essentiel. Et le faire en amont et pas être dans l'étude d'impact, savoir qu'est-ce que le projet a donné sans qu'on en ait discuté avant. Hein, ça, je crois que ce sont des éléments simples et essentiels. Mais je crois que la dynamique humaine, des échanges humains dans une organisation, passe par là. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce qui, pour moi, grève, amoindrit la puissance d'un outil comme l'évaluation, provient de cet environnement d'économie politique, là je prononce le terme économie politique, qui fait que les moyens viennent perturber les finalités. La finalité doit d'abord rester et avant tout le projet que l'on a décidé de construire ensemble. Et ça me paraît l'essence même de ce qui doit nous motiver. Alors, en tant qu'élu, si j'ai cité Michel Crozier tout à l'heure, vous avez compris qu'un élu, c'est un oiseau de passage pour l'administration communale. C'est souvent un oiseau de passage. Et donc, non mais vous souriez, mais il faut assumer. Hein. Et donc l'administration a toujours une distance et une proximité à gérer avec l'élu. Et donc c'est une difficulté réelle qui fait que les échanges entre les deux sont pas évidents. Donc je vais prendre l'exemple de la commune que je connais bien, celle où je suis élu. Moi, quand je suis arrivé sur le mandat à culture, je me suis retrouvé dans une ville de 42 000 habitants, équipée comme une ville de 150 000 habitants, avec un centre dramatique national, un conservatoire régional, une école des beaux-arts avec une galerie d'art contemporain, maintenant ça va être 3 centres socioculturels sur la ville, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, une salle des fêtes, un cinéma, une scène de musique actuelle, une bibliothèque titanesque avec 2 satellites, mais extraordinaire, parce que c'est des gens extraordinaires qui sont là-dedans, parce qu'ils savent conjuguer à la fois la lourdeur de l'équipement et la proximité auprès des habitants, c'est quand même assez extraordinaire. Et voilà, on était assis là-dessus. Et puis l'élu que je suis, oiseau de passage, a voulu faire une étude des publics. Pourquoi ? Parce que la sociologie de la ville, c'est grosso modo 63% des habitants sont des employés et des ouvriers.
Or, on sait tous, depuis Bourdieu, 1963-1967, hein, que les populations qui ne sont pas dotées des codes de la culture, qui ne sont pas des cadres ou des bacs plus, sont des gens qui ne vont pas hein, dans les équipements culturels ou pas dans les mêmes taux que les autres. Eh bien, il fallait se le dire, il fallait en parler. Donc, on a fait une étude des publics et tout de suite, ça a été perçu comme un audit par les équipements culturels. Alors qu'en fait, l'objectif, ce que je disais tout à l'heure à midi, c'était pas adressé à eux, c'était adressé aux élus. C'était le commanditaire en fait qui avait besoin de ce retour-là pour renouer un dialogue avec les équipements culturels. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il me semble que l'évaluation, elle ne se pense que dans un contexte où le dialogue existe, tout simplement. Hein. Et je crois que si on vous demande de faire une évaluation de votre tâche de manière isolée, même à travers une méthodologie qui va ensuite être consolidée par des recueillements d'informations, que sais-je, ça n'a pas de sens. Donc il faut avoir une base commune qui permette à la fois de construire les projets, de se mettre autour d'une table. Et alors j'adore ce terme de diagnostic partagé. J'adore ce terme. Un diagnostic ne peut pas être partagé. Il faut arrêter avec ça, quoi. C'est pas possible. Il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec le diagnostic. Mais la gloire de l'emploi de la langue française par nos institutions fait qu'on adore mettre le mot partagé là où on sait qu'elle ne le sera pas. Ce qu'on ne veut pas, c'est rentrer dans le conflit parce qu'on n'aime pas le conflit. Mais il faut du conflit, en fait. C'est aussi un acte créateur, un acte moteur et un acte qui permet d'avoir de l'énergie. Hein. Et donc, c'est pour ça que un des moteurs pour moi de l'évaluation, c'est d'assumer son intentionnalité. Bah oui, moi j'ai le désir de montrer tel et tel objet plus qu'un autre. Pourquoi? Parce que vraiment pour moi il me parle de ça, de ça, de ça, et j'ai envie de le partager. Parce que forcément à un moment donné, il y a, comme diraient les informaticiens, une relation de 1 à n. Pourquoi de 1 à n? C'est-à-dire qu'à un moment donné, 1, 2, 3 personnes, enfin une collection d'individus en tout cas déterminés, qui vont décider de monter un projet pour un ensemble d'individus qu'ils ne connaissent pas, enfin qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne savent pas dénommer ni dénombrer les individus. Et ça, c'est sur le champ artistique culturel, sur le champ muséal, c'est quelque chose qui est difficile à assumer. Et pourtant, c'est la réalité, c'est là. Hein. Et donc, c'est vrai, quand on a un plésiosaure complet, on a envie de le montrer parce que c'est rare, je dis une bêtise, hein, mais parce qu'il y a plein d'os à côté. Mais moi, c'est quelque chose que je reçoa complètement. Et alors, on se dit après, mais comment on fait pour que les gens, finalement, ils partagent ce plaisir-là? Eh bien, ce plaisir-là, s'il veut être partagé par la population, il faut peut-être qu'elle sente aussi que vous avez eu du plaisir à montrer, à construire le projet et à le faire ensemble. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, il est important aujourd'hui de structurer notre pensée et notre action dans l'organisation humaine en finalité, objectif, moyen. La finalité, c'est de faire partager des objets rares essentiels à la connaissance, dans le champ artistique et culturel, auprès du plus grand nombre. Ça, c'est une finalité. La deuxième finalité, enfin, un des objectifs, c'est de dire, voilà, je suis sur un os extraordinaire qui est la 58e vertèbre d'un dinosaure. Très bien, c'est génial. Pourquoi la 58e? Eh ben, vous y allez. Si vous arrivez à faire en sorte que vous avez une collection d'individus qui participent de l'organisation humaine, qui part avec vous sur cette envie-là, eh bien, moi, je pense que derrière, sur le projet, ça se ressent. Forcément, il y a une dynamique, il y a un élan qui fait que ça se ressent. Si on se contente de rentrer dans une méthodologie, parce que la méthodologie est là, à mon avis, ça va nuire au projet. Donc, je prends un exemple sur Gennevilliers. Quand on s'est aperçu que, comme tout le monde, on répondait à ce que la sociologie a démontré depuis des années, c'est-à-dire quand on n'a pas les codes de la culture, on va moins dans les équipements quand on les a. Eh bien, lorsqu'on a assumé cet état de fait-là, qu'on l'a partagé, sans se faire une guerre, etc., on s'est dit comment on travaille pour essayer d'avancer là-dessus. Donc on a créé un énième équipement, comme ça, qui a un nom barbare qui s'appelle la Maison de développement culturel, qui est normalement une sorte de laboratoire où on va expérimenter des offres, entre guillemets, culturelles, j'aime pas le terme offre, mais en tout cas des formes d'accès différenciées aux objets culturels, avec plein de guillemets objets, hein, pour permettre d'atteindre des populations qu'on n'atteignait pas. Et là, à partir du moment où on se pose de problèmes comme ça,
bah forcément, il y a une phase qui est implicite, qui est celle de « mais comment on va mesurer qu'on atteint bien l'objectif ?» Vous voyez? Donc voilà, je pense que l'essence des projets a besoin d'un moyen méthodologique, à condition qu'il reste un moyen, qu'il ne soit pas une finalité. Il en est de même de l'économie. Quand vous êtes dans l'enthousiasme que vous emportez avec vous les gens, etc., moi je crois que les finances, elles ont peut-être plus de facilité à suivre, hein, même si en ce moment c'est difficile, je le conçois. Mais donc moi ce que je voulais, mon intervention aujourd'hui c'était ça. C'était parce que de la méthodo, on peut y aller, enfin bon, on n'en finira plus, puis on peut faire de l'évaluation dans l'évaluation, enfin on peut appeler à Mandelbrot avec de la récursivité, voilà, on va s'amuser. Donc là, on peut y aller, je veux dire, mais c'est pas intéressant ça. Ce qui est intéressant, c'est de revenir à des choses essentielles, qui est de dire, il doit y avoir une dynamique qui doit se créer. Peut-être que l'évaluation, en apportant cette phase première en amont du projet, permet justement de développer cette relation-là. Moi, quand on parle d'évaluation, c'est ça qui me paraît l'essence même du projet. C'est qu'à un moment donné, on se met autour d'une table, on se parle. Il y a le directeur des services techniques de l'équipement, il y a le chef conservateur et le conservateur qui vont dire attention, vous voulez me sortir telle pièce, mais ça c'est trop fragile, enfin bon, etc. etc. Il y a plein, mais on se met autour de la table et on part ensemble. Je crois que c'est un petit peu ce qui nous manque, c'est-à-dire qu'en se réfugiant derrière les méthodes, il ne faudrait pas oublier cet aspect-là. Cet aspect-là qui est un aspect difficile, je le conçois, à maintenir au quotidien, de s'émerveiller au quotidien de ce qui nous côtoie tous les jours et qui pourtant est rare. Et je crois que la difficulté est là. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Merci Monsieur Burgos pour ce regard. Je reviens un peu sur l'exemple que vous avez pris, parce que vous dites, bon, effectivement, il y a une histoire de dialogue qui a été beaucoup évoquée aussi par Mme Delcroix. Est-ce que, quand vous dites, bah, justement, on a eu plein d'établissements culturels dans notre ville, et puis on sait tous, de par des études, etc., que certains publics n'y vont pas. Malgré tout, vous avez fait une étude d'évaluation. Donc c'est bien que vous avez fait une étude de réception. Après, voilà. Et que cette étude de réception, elle dit quoi? Elle donne bien des informations. C'est de la connaissance que vous avez produit, et certainement qu'il y a aussi des chiffres. Et pourquoi vous l'avez fait? Vous l'avez fait aussi pour pouvoir avoir une discussion autour de ça. Donc, est-ce que ces histoires d'indicateurs qu'on évoque depuis ce matin, là, quelque part, vous en avez produit aussi pour ramener la discussion autour de ces établissements-là? Donc, voilà, je trouve ça un peu... C'est-à-dire que il y a une différence, si vous voulez. On a d'abord fait, sur le plan municipal, des orientations de politique culturelle qui ont dit, bon, on est une ville équipée culturellement, donc qu'est-ce qu'on veut développer aujourd'hui? Eh bien, c'est sortir de ces constantes, moi ce que j'appelle les constantes obstinées. Un PIB d'un pays est bon, ben le taux de fréquentation des équipements culturels monte. Il n'est pas bon, il baisse. Il y a une deuxième constante obstinée comme ça. Dans un couple, si la femme a un bac plus quelque chose, on sait que les enfants vont hériter des codes de la culture derrière. Donc quand vous n'êtes pas dans ces configurations-là, qu'est-ce qui se passe? Donc c'était ça la question. Donc en fait, il y a une genèse en amont qui a conduit à l'étude des publics. Et moi, j'ai passé 6 mois à vendre l'idée d'étude des publics. Et j'ai fini par convaincre les responsables d'équipements culturels, parce qu'ils avaient tous cette connaissance intime. Ils savaient bien quel public ne venait pas. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on dit juger, on juge sur des critères. Mais il faut aussi juger sur le bout de bois et le non-bout de bois. Hein, et ça c'est compliqué. Hein. Ah oui, non, mais ça c'est compliqué. Hein. Et donc le non-bout de bois chez nous, eh bien grosso modo, on avait les usines Chausson à Gennevilliers. Grosso modo, c'est la deuxième génération de public issu du Maghreb, parce qu'on a fait venir des gens du Maghreb de façon assez importante sur la ville. Hein. Et donc c'est des gens qu'on voit pas au cinéma. C'est des gens qu'on voit un petit peu à la bibliothèque, qu'on verra jamais au théâtre. Voilà. Donc il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, il faut défricher ce terrain-là. Et donc, ça veut dire avoir des actions qui essayent de se rapprocher de ces gens-là, et des actions qui ne soient pas isolées,
mais qui permettent d'avoir une agrégation avec ce que proposent les différents équipements. C'est une hypothèse de travail. Mais vous voyez, il y a toute une construction qui s'est menée tranquillement et qui a conduit finalement à permettre aux responsables d'équipements culturels d'arrêter de se poser la question, est-ce que je suis bon, est-ce que je suis mauvais dans ma programmation parce que je ne fais pas venir machin, hein, voilà. Et parce que pour moi, je pense que c'est pas lié à la nature de la programmation. Je pense que ça, je suis convaincu, mais ça c'est une conviction, hein, qu'il y a une erreur à vouloir penser qu'il faut modifier une programmation parce qu'il y a du public en face. Donc ça pose la question de l'offre et de la demande telle qu'on la considère à travers des outils de marketing et je ne sais quoi. Et donc, à partir de là, c'est se dire comment on va faire pour interrompre sur le quotidien des gens, sur les trajets quotidiens dans l'espace public des gens, pour les interrompre et leur faire une proposition qui peut les détourner un moment, un instant, et leur faire appréhender et s'approprier en fait une forme de proposition culturelle. Voilà, ça n'a pas plus de prétention que ça. C'est-à-dire qu'on est on a présenté ça comme un âge de défrichage des actions qu'il fallait encore développer. Et je suis sûr qu'en tant qu'équipement culturel, vous posez tous ces mêmes questions. En fait, vous avez 2-3% de la population qui a bac machin. Vous savez qu'elle va venir et qu'elle va amener ses enfants. Et puis il y a tout le reste. Vous dites qu'est-ce qui se passe? Alors j'exagère, hein, je fais vraiment un grand trait. Hein, je vous fais aucun procès non plus. Mais c'est une vraie question, quoi. Voilà. Hein. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'il y a des remarques? Il y a un micro, parce qu'on filme, en fait, on peut appeler le micro pour que tous les propos soient enregistrés. Savent qu'ils ont un projet scientifique et culturel à bâtir en premier lieu. Donc après, la question de l'évaluation, c'est un moyen. Alors effectivement, soulever la question, est-ce que ça doit être un moyen? Vous êtes sur un très... Vous êtes quel équipement, vous? Cité des Sciences. La Cité des Sciences, enfin, Cité des Sciences, vous êtes... Non. Non, mais je ne parle pas au nom de la Cité des Sciences. Mais l'ensemble des structures muséales et des associations se posent en permanence la question du qui, du pourquoi et du comment. Alors aujourd'hui, effectivement, on se pose précisément la question du pourquoi ou comment mesurer. Mais ça n'empêche pas que toutes les structures se les posent, ces questions, et en permanence. Et, oui, mais on a l'impression dans votre discours que c'est un peu oublié. J'ai pas été clair sur l'étude des publics. L'étude des publics n'était pas destinée aux responsables d'équipement. L'étude des publics était destinée aux élus, parce qu'ils n'avaient pas conscience de cette difficulté qui imprègne... Enfin, c'est pas qu'ils n'en avaient pas conscience, ils s'en doutaient, mais il fallait passer de l'implicite à l'explicite, si vous voulez. Voilà. Et quand vous avez les chiffres sur la table, etc., là, vous posez les vraies questions, hein, d'accord ? Mais tout cela, il faut le voir comme un aboutissement de toute une démarche qui se passe en amont et qui n'implique pas les responsables d'équipement en tant que tels, mais qui implique bien un fait sociétal posé à l'espace public, hein, donc à la vie de la cité au sens le plus noble du terme. Hein, voilà. Donc aux politiques. Voilà. Et de la même manière, c'est pas un jugement définitif, c'est l'état des... Moi, j'ai considéré que c'était étant donné que le politique qui pensait qu'en mettant des équipements sur le territoire, ça allait apporter ce qu'il fallait, a réalisé que c'était que le début. Voilà. Donc, je crois que quelque part, la génération des élus qu'on a maintenant, ça passe à travers les temps, là, en ce moment, ça va, ça tient un peu pas le coup, se rendent bien compte que ce qu'on appelle l'élargissement et le croisement des publics, eh bien, c'est un fil conducteur qui doit être mené sur le champ, en particulier de la culture. Et donc, ça repositionne la question, qu'est-ce que c'est que l'espace public, comment on interagit avec? C'est pour ça que tout à l'heure, je disais aussi, le numérique a cette qualité, c'est qu'il exacerbe les difficultés d'une façon générale et permet aussi de ressoulever ces questions-là. Mais là où moi je mettais, c'est pour ça que j'ai fait cette introduction, un bémol, c'est que je pose le développement des publics comme étant une finalité, mais pas la LOLF comme une finalité. C'est ça que je veux dire. Hein, on est bien d'accord. Donc il faut que les choses restent à leur place. Parce que sinon, je considère que ça bloque l'investissement de chacun sur un projet pour pouvoir développer et entraîner vraiment une dynamique de projet. Hein, voilà. Donc il faut faire attention à ça. Et c'est tout le problème de la propagation de l'idée méthodologique face
aux intentions individuelles de ceux qui peuvent porter cette intention individuelle vers les autres. Hein. Et ça, c'est à mon avis, on est au cœur de la difficulté à ce niveau-là. Et est-ce que votre position est partagée par de nombreux de collègues élus? Est-ce que c'est la position de la FNCC de dire justement, nous, on revient à la notion du projet culturel et de sa force? En tout cas, oui. Moi, je pense que et c'est peut-être pas forcément exprimé de cette façon-là. Donc ça, je suis désolé. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que il y a effectivement chez les élus une distance respectueuse, je dirais, de la méthode, à la méthode. C'est-à-dire que on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à faire du quantitatif ou du qualitatif sur un objet artistique. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, la qualité d'un objet artistique, quoi? Je veux dire, il faut faire attention à ça, quoi. Donc tout ce qui est produit, on se rend bien compte que ça ne fonctionne pas. Alors c'est pas exprimé forcément comme je l'exprime là, mais que ce soit les élus de droite ou de gauche, tout le monde perçoit qu'il y a un malaise par rapport à ça. Hein? Moi, j'estime qu'en tant qu'informaticien, j'ai des outils des outils sémantiques, je dirais, pour bien cadrer les choses. Et donc, oui, ça vient pas spontanément à l'esprit de tout le monde de se dire il faut découper la vie. C'est une proposition. En finalité, objectif moyen. Déjà, rien que fait de dire ça permet déjà de structurer, je dirais, l'approche du signifiant, comme diraient certains, pour pouvoir mieux l'aborder. Hein. Donc voilà, mais après, on a tous des cultures différentes, des approches différentes, des idéologies différentes. Hein. Donc si je fais un petit dérive sur l'économie, c'est pour bien montrer mon aspect œcuménique sur les néolibéraux face aux hétérodoxes. Mais voilà, donc mais ce que je veux dire, c'est que si on passe ce cap-là, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'évaluation peut être un outil extraordinaire, dès lors que la phase initiale, qui est une vraie phase de partage et de confrontation, existe. Et existe d'une manière, je dirais, comme on dirait dans le mode projet, qui est une autre méthodologie, déhiérarchisée. Hein. C'est-à-dire qu'on est là pour dire ce qu'on porte en soi, hein, par rapport à un projet. Et il faut le dire. Et moi, je pense que c'est aussi révélateur, et c'est aussi une chance peut-être pour l'évaluation, de retravailler la notion de firme, presque au sens Adam Smith du terme, quoi. C'est-à-dire que la division du travail, peut-être, c'est efficace, mais les interactions à l'intérieur de la division du travail, c'est essentiel. Hein. Et aujourd'hui, on a une transformation du monde du travail qui fait qu'aussi, on a un problème. Donc l'évaluation, ça peut aussi être une occasion et un espoir de faire en sorte que les gens qui ne font pas la même chose dans une entreprise, mais parce qu'ils le font, peuvent se mettre autour d'une table et en parler. Hein, et ça me paraît essentiel. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a quelques remarques ou questions? Catherine, le micro à gauche. Juste, nous, c'est vrai qu'on a beaucoup d'acteurs de terrain, responsables de structures, qui nous disent que de plus en plus, les collectivités territoriales sont dans la logique de demander des chiffres, d'indicateurs, etc. C'est une tendance. Non, mais voilà, c'est une tendance observable. Au début, vous étiez admiratif de quelqu'un qui était passionné de la méthode. Et moi, je suis admiratif d'un élu qui croit que tout le monde est en dialogue pur. Hein. Pour moi, ça fait un peu peace, love and frisbee. Je pense que dehors, il y a des tueurs, il y a des gens très bons, il y a des gens sympathiques, mais il y en a des tueurs qui veulent prendre nos budgets, qui même parfois veulent nous détruire. Quoi. Ça existe, c'est ça la réalité du monde. Et donc, si on attend que tout le monde soit sympa autour d'une table, c'est la condition idéale, on est bien d'accord. Mais pour démarrer des processus, je ne dirais pas d'évaluation, mais des processus argumentaires, on se tire dans le pied, quoi. Je crois qu'on doit développer des réserves argumentaires, même quand le climat n'est pas toujours aussi favorable. Comment vous casez le mode projet, alors ? Pardon ? Comment vous casez le mode projet ? Casé, c'est-à-dire Oui, c'est une méthodologie employée par les entreprises qui économisent du temps de conception pour produire un objet. Enfin, en anglais, c'est task force, pardon. Voilà. Allez, task force, c'est pas... Enfin, bon, c'est du mode projet. C'est du mode projet. C'est-à-dire vous déstructurez. Oui, je ne l'élimine pas. Vous déstructurez la firme méthodologiquement. Vous déstructurez la firme par les acteurs pour vous mettre sur un projet pour aller plus vite. Donc, donc la notion de performance, elle est bien là aussi.
Enfin, à mon avis, je ne sais pas si on s'entend bien, mais je n'exclus pas le mode projet ou le task force, ce qui pour moi, il me semble, n'est pas tout à fait la même chose. Un task force, c'est comme un espèce de petit groupe qui réfléchit pour faire avancer très rapidement. Task force, en tout cas, il me semble, dans mon jargon, c'est plutôt ça. Je dis simplement qu'il ne faut pas toujours attendre d'avoir toutes les conditions idéales réunies pour se préparer à réagir. Alors que j'entends un peu dans votre discours, l'évaluation ne tient la route et n'a du sens que lorsque tout le monde est là pour bien la partager ensemble. J'ai peut-être mal compris. Non, mais c'est le rôle de l'élu d'être dans l'idéal. Faut arrêter avec ça. Mais bien sûr que ça n'existe pas. Mais quand tout à l'heure, enfin, on me demandait, mais est-ce que vous avez un exemple? Donc, on a fait sur Gennevilliers, on a fait culture en appartement. Hein? Et comment j'ai placé l'évaluation? J'ai dit simplement, moi j'ai une attente, c'est que par rapport au public, on ne retrouve pas les carnets d'adresses des équipements culturels dans ceux qui vont profiter de ce truc-là. Alors je ne l'ai pas dit, moi j'en veux 50%, 60%, machin. Eh bien, la première année, sans que je le demande, les chiffres ils sont sortis. Parce qu'il ne faut jamais oublier la relation très perverse entre l'administration et les élus. Enfin bon, la deuxième année, je les ai eus. La troisième année, je les ai pas eus parce qu'ils n'étaient pas bons. Voilà, c'est tout. Mais donc on voit, non, mais je suis pas dans, je pars d'un idéal que je vous expose là parce que je crois qu'il faut qu'on reparte à la conquête d'un idéal de relationnel entre nous. Je crois que ça c'est essentiel. Et si individuellement on n'est pas convaincu de ça, on est très mal parti dans notre société française. Je prends souvent cet exemple de la transformation de la firme. On peut dire que début XXe siècle, une entreprise, c'était une collection d'individus qui se structuraient pour fabriquer quelque chose. On est d'accord avec ça? Aujourd'hui, une entreprise, c'est une structure qui, pour faire quelque chose, a recours à des individus. C'est devenu ça, une entreprise. Maintenant, moi, je connais des tas de gens qui sont cadres dans une boîte, ils ont des missions. Puis quand les missions, elles sont plus là, ils sont plus là non plus, quoi. D'accord? Donc on voit bien que la place de l'individu dans ce qui représente quand même une grande part de sa vie s'est transformée. Donc est-ce qu'on continue sur cette voie-là ou est-ce qu'on se dit, attendez, on va peut-être essayer d'aborder les choses un peu différemment? Par chance ou malchance, ou je ne sais pas, il y a des champs sur lesquels cette évolution n'a pas eu de prise encore d'une manière, je dirais, exceptionnelle. Je vois même dans les filières culturelles comme le cinéma, je vois de plus en plus d'exploitants qui disent avec le passage numérique, écoutez, moi si vous pouvez me municipaliser, franchement je préfère. Pourquoi? Parce que les gens ils se disent, voilà, il reste les municipalités pour être garantes d'une programmation. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais enfin, pour le passage au numérique, on a décidé de passer par des tiers financeurs. Vous pensez que les tiers financeurs, ils vont accepter par exemple que la proportion des films programmés à RSC dans une salle va rester la même quand il va falloir rembourser du matériel. Voilà. Donc il faut bien, à un moment donné, on n'est pas dans un monde idyllique, vous avez complètement raison, mais on voit aussi qu'il y a une réactivité des gens. Donc pourquoi ces gens-là réagissent? Parce qu'ils sont passionnés de films, ils sont passionnés par leur salle, ils sont passionnés par les gens qui viennent voir, ils y croient et ils y vont, quoi. Et ils se tournent vers les collectivités territoriales. Finalement, vous allez peut-être être plus garante de l'indépendance de ma programmation que les autres, vous vous rendez compte? C'est une vraie question. Donc on voit bien qu'on est dans un monde aujourd'hui où il faut à la fois prendre du recul, puis à la fois échanger, quoi. Ça devient de plus en plus important. Une dernière remarque ou question, on va faire la pause café. Bon, c'est intéressant de voir qu'effectivement, à la fabrication de l'indicateurs, c'est tout derrière une vision de la société, une vision du management, une vision de la gestion, des organisations, etc. Non, mais les positions, voilà. Voilà. Alors, il y a... C'est ça que j'admire votre enthousiasme. Je peux peut-être juste répondre, du coup. En fait, en même temps, j'entends bien vos remarques et en même temps, votre
posez démontrent la même. Enfin, on est assez en phase sur certaines choses. Vous critiquez le terme de diagnostic partagé et finalement, vous avez fait une étude pour objectiver et vous mettre tous autour d'une table. Donc en fait, on a fait la même chose. On s'est mis d'accord sur. Oui, c'est voilà. On s'est mis d'accord pour. Et c'est vrai que moi, je pense que il faut vraiment qu'on soit d'abord d'accord sur la situation actuelle de laquelle on part pour pouvoir après se dire vers où on veut aller tous ensemble ou les uns et les autres. Mais je maintiens effectivement le terme de management parce que aujourd'hui, ce qui est demandé à certains responsables de structure, hein, c'est bien ça. Alors on peut le décrier de façon sur l'évolution effectivement des rôles et des missions des établissements, mais aujourd'hui un dirigeant d'établissement public a aussi un rôle de management d'équipe, de responsabilisation de ses équipes et de motivation et du coup c'est pour ça que j'en parlais pour le fait de dire que c'est un outil aussi après qui doit être au service. Et encore une fois, la LOLF n'est qu'un outil dont il faut se servir. On est bien d'accord. L'essentiel, c'est nos missions. Et c'est pour ça qu'on revient toujours sur les missions statutaires et vers quel est l'objet culturel, enfin, avec le terme de la mission culturelle qui nous est allouée. Donc finalement, on n'est pas si éloigné que ça. Mais non, mais non. Dernière remarque avant une petite pause café. Donc moi, je voulais juste faire une petite remarque, donc juste témoigner, on va dire, de mon quotidien. Donc musée municipal, donc nous les décideurs, ce sont les élus. Hein, c'est pas comme un ministère, enfin on a vraiment les gens en direct et on nous demande des indicateurs, quoi. Ah oui, bien sûr. Les élus, voilà. Hein, en termes de cohésion sociale, etc. Enfin voilà, quoi. Et lorsqu'on n'est pas vraiment capable de rendre objectivement notre travail, et ben voilà, on a des ordres de médiation qui sautent. Enfin voilà, quoi. Je veux dire, ça c'est une réalité et c'est pas la direction générale, c'est aussi les élus qui nous demandent ça. Oui, non, mais donc il faut nous aider, justement, trouver les bons indicateurs pour objectiver notre travail, etc., quoi. Non, mais c'est pour ça que tout à l'heure, je me permettais de dire les collectivités territoriales, c'est 60% des financements de la culture. Quand je dis 60%, c'est la fourchette basse, hein, parce qu'on monte à 98% sur les conservatoires, d'accord. Donc, il y a bien entendu que les élus ont besoin d'indicateurs aussi. Hein. Je ne suis pas contre les indicateurs. Je dis simplement que la chance qu'ont les élus locaux, hein, c'est qu'il y a une proximité avec le territoire et il y a une proximité avec les gens qui fait que, ils sont en première ligne sur tout ce qui est projet émergent, d'accord. Et puis deux, ils voient bien quels sont les problèmes, hein, je veux dire. Hein, donc, on peut espérer du moins. Donc, effectivement, et dans certains cas, l'État des finances. Hein. Donc, cette conjugaison-là fait que, bien entendu, ils sont aussi les premiers à... Et d'ailleurs, quand j'ai fait l'étude des publics, une étude des publics, c'est quoi? Ce ne sont pas des indicateurs. Hein, donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est que les processus méthodologiques et les mécanismes afférents ne doivent pas venir une valeur refuge qui permette de déresponsabiliser les gens. Je le dis autrement. Moi, je peux vous sortir des méthodologies informatiques. Et puis vous allez faire un logiciel avec, et vous allez me trouver le responsable du logiciel derrière. D'accord? Moi, je connais des gens qui savent très bien s'en tirer comme ça, et ils vous feront le chèque à la fin du mois, et vous ne pourrez rien dire. D'accord? Donc, et pourtant, ça sera sous couvert d'une méthodologie parfaitement cadrée, parfaitement rationnelle, etc. Donc, attention à ça. Le problème des méthodologies, c'est ce que j'avais dit en 2006 avec la LOLF. La première année, c'est merveilleux parce qu'on découvre le monde. La deuxième année, c'est encore merveilleux parce qu'on a trouvé des trous financiers qui permettent de changer des clés de répartition, de mettre un peu plus d'argent là que là, etc., etc. On est super content. Et puis la troisième année, c'est ce que j'appelle le début de l'enfer. Parce que là, il n'y a plus d'économies à faire. Or, on a habitué les gens à faire des économies. Donc le truc est faussé. D'accord ? Et la méthode y est pour rien. C'est bien, la façon dont on approche la méthode qui ne va pas. Hein, donc c'est pour ça que je dis que ne nous réfugions pas dans les méthodes. Faisons très attention à ça. Hein. Réfugions-nous plutôt dans le contact avec l'autre, même si c'est un tueur, hein, même si le monde n'est pas rose dans les organisations humaines. Mais je pense que c'est là, et c'est là où l'évaluation, à mon avis, a quelque chose de précieux. C'est que, étant donné qu'il y a une phase en amont et en aval, bah forcément la phase amont, elle fait que les gens sont autour de la table. Voilà. Ce que je voulais dire par là, c'est que dans un contexte de rationalisation comme ça budgétaire, on comprend bien, hein, les élus vraiment sont très contraints, etc. Mais ce que je veux dire, on n'écoute pas, votre discours là, nous on l'écoute pas dans les collectivités, quoi.
Voilà, on ne nous met pas autour de la table en disant bon, allez, on revoit votre projet culturel et scientifique. Pour nous, c'est un outil de territoire, etc. On va se concentrer sur quelques actions. Ça, c'est quelque chose qu'on nous pose pas comme ça, quoi. On est plutôt, nous, à l'affût de justification. Enfin voilà, on n'est pas dans ce dialogue-là. Alors peut-être pourtant nous on le souhaiterait. Moi je vois que je me bats depuis plusieurs années avec mes collègues du musée de la Mine pour défendre justement une étude des publics. Ça passe jamais budgétairement. Bon ben voilà. Hein. Et budgétairement c'est notre fonctionnement de bâtiment. Enfin voilà, c'est des choses. Enfin je sais pas où ça se mord la queue, où les contraintes budgétaires font qu'on préfère ne rien faire plutôt que de prendre des bonnes décisions. Mais c'est vrai qu'on est... Enfin voilà, c'est difficile de défendre... Il y a quand même des décisions très... Oui, non, mais voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on n'a pas l'impression, nous, que ça s'appuie des fois sur des éléments très objectifs parce que nous-mêmes, on les a pas, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Je vous suggère une toute petite pause de 5 minutes pour qu'on ait le temps d'écouter Hyacinthe qui a un autre point de vue encore qui déplace un peu l'approche de cette question.